Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une révolution. Mais pas n'importe quelle révolution, celle qui a mis fin au régime tsariste. Dans la nuit du 16 au 17 juillet 1818, la famille impériale est abattue par les bolcheviks dans le sous-sol de leur résidence prison. Quelques mois auront suffi à la chute de la Russie impériale. Comment le tsar Nicolas II est-il passé du statut de intouchable à celui d'ennemi le plus terrible du peuple russe, selon la formule de Lénine? Vous voulez savoir? Venez avec moi. L'hiver 1917, froid et long, particulièrement tendu. Le peuple de Petrograd est menacé par la famine, car le verglas des routes gêne l'approvisionnement, et la guerre qui décime l'armée à l'ouest du pays. Le 23 février, des milliers d'ouvrières manifestent pour réclamer du pain et la paix. Le lendemain, elles sont rejointes par les ouvriers en grève de plus en plus nombreux. Pour réprimer ce mouvement populaire, les troupes du tsar Nicolas II tirent sur la foule, causant des dizaines de morts. En 1914, le nom de la capitale, Saint-Pétersbourg, pose problème, car il est allemand. Voilà qui est fort malvenu, puisque la Russie vient d'entrer en guerre contre l'Allemagne du Kaiser et l'Empire d'Autriche de François-Joseph Ier de Habsbourg. On se hâte donc de la russifier en Pétrograd. Mais en 1924, il pose un nouveau problème, car Saint-Pétersbourg comme Pétrograd sont des références à Pierre le Grand, un tsar du XVIIe siècle. Or, la révolution a mis fin au régime tsariste et veut effacer le souvenir. Rebaptisons la ville Leningrad en l'honneur du leader bolchevique Lénine. À la fin du régime communiste en russe en 1991, retour à la case départ, on parle de nouveau de Saint-Pétersbourg. Révolté par cette violence, une partie des soldats se retourne contre le pouvoir et fournit des armes aux ouvriers. En quelques heures, le centre-ville est aux mains des insurgés. C'est la révolution. Sous la pression, le tsar Nicolas II, le 2 mars, abdique en faveur de son jeune frère, le grand-duc Michel Romanov. Mais ce dernier, voyant bien que la situation est désespérée, renonce à son tour au trône. C'est la fin du régime tsariste. À sa place, plusieurs gouvernements provisoires se succèdent jusqu'à ce que les bolcheviks, dirigés par Lénine, prennent le pouvoir en octobre et instaurent une dictature communiste qui durera jusqu'en 1991. Mais que faire du tsar déchu et de sa famille? À partir de mars 1917, ils sont retenus prisonniers dans leur propre palais. Ils ne sont pas violentés, mais constamment humiliés par les soldats qui leur servent de geôliers. Ces derniers rotent, crachent, tutoient Nicolas II, dérangent les filles pendant leur toilette, urinent dans les couloirs, ouvrent les courriers de la famille impériale. Quel changement! Repas, jeux et promenades dans le parc se déroulent désormais sur surveillance. Les Romanov gardent la face. Ils s'efforcent de continuer à étudier et se détendre comme auparavant, espérant que la crise se dissipe. Peu à peu, les conditions de détention se durcissent. De simples soldats donnent des ordres à l'empereur déchu, malgré les interventions d'officiers, et pendant 5 mois, ces gardes sont insolents avec les filles. Le tsar se dit cloîtré avec sa famille comme des prisonniers. Le désordre grandit et le mouvement révolutionnaire se durcit. Inquiètent les militaires russes et alliés, la plupart d'entre eux regrettent leur choix et leur soutien à une révolution qui ne bénéficie qu'à l'armée allemande et aux dirigeants bolcheviques. Ces bolcheviks, farouchement hostiles au dernier souverain, excitent en permanence la fureur populaire contre le tyran, buveur de sang, et contre l'Allemande, non sans rappeler les surnoms du roi Louis XVI et de sa femme Marie-Antoinette. Il évoque d'ailleurs sans cesse le précédent de la fuite et de l'arrestation de Louis XVI à Varennes. Mais le palais de Tsarskoïe, Selo, n'est pas sûr. Si on y laisse la famille impériale, elle risque d'être tôt ou tard enlevée par ses soutiens tsaristes ou massacrée par des ennemis révolutionnaires. Où envoyer ces encombrants prisonniers? À Tolbosk, au fin fond de la Sibérie, une région reculée, très froide et peu peuplée. À l'issue d'un long et pénible voyage, les Romanov découvrent leur nouvelle prison en août 1917. Une vétuste bâtisse blanche entourée d'un petit jardin. Ils y sont relativement bien traités. Chauffage et nourriture sont assurés. Les gardes ne se montrent pas agressifs avec eux. Plusieurs domestiques, ainsi que le docteur Botkin et Pierre Gaillard, précepteur des enfants, ont fait le choix courageux de les suivre dans leur exil. Pour tromper l'ennui et l'inquiétude,
La famille impériale partage son temps entre études, jeux de société, lecture et travaux dans le jardin. Pendant quelques mois, à part les nombreuses maladies des enfants pendant le rude hiver, rien ne vient troubler ces vies simples et tranquilles. Le salut est-il proche? Le tsar espérait un peu de soutien de la part des pays avec lesquels il est allié depuis le début de la Première Guerre mondiale. Au lieu de cela, les États-Unis, l'Angleterre et la France reconnaissent avec entrain le nouveau gouvernement qui a remplacé le régime tsariste. Aucun d'eux n'ose accueillir la famille impériale chez eux, ne serait-ce que l'impératrice et les enfants. On aurait au moins attendu cela de l'Angleterre ou de l'Allemagne, dont les dirigeants sont les cousins d'Alexandra Fedorovna. Mais ils craignent trop qu'une telle démarche complique leurs relations internationales avec la Russie. Quelle déception! Les Blancs sont les Russes restés fidèles au tsar et opposés à la révolution bolchevique. Ils sont appelés ainsi, par opposition aux bolcheviques surnommés les Rouges. Dès novembre 1917, ils prennent les armes pour renverser le nouveau pouvoir et rétablir le monarchie impériale. C'est la guerre civile. Certains manigancent même des complots pour libérer le tsar et sa famille afin de les remettre sur le trône. Mais aucun n'aboutit. Leurs combats cesseront à partir de 1921 sans avoir remporté le succès escompté. Tout d'un coup, les conditions de détention se durcissent et on annonce un nouveau changement de lieu en mai 1918. Direction Ekaterinbourg, dans l'Oural. Les Romanov sont enfermés dans une maison aux fenêtres condamnées, entourés de hautes palissades. Il ne leur reste plus que le docteur Botkin et 3 domestiques. Malgré la chaleur étouffante de l'été, ils n'ont droit de sortir que dans le jardin qu'1 heure par jour. Le confort se réduit à quelques lits de camp et un lavabo. Les nouveaux gardes, des rustres dépourvus de toute compassion, éprouvent un malin plaisir à humilier les prisonniers par leurs moqueries, insultes, menaces et provocations. Ils gravent des graffitis vulgaires sur les murs, plongent leurs doigts sales dans les assiettes pendant les repas, font irruption dans les chambres à toute heure du jour et de la nuit. Face à cette grossièreté, la famille impériale, toujours aussi soudée, montre un courage tranquille et une bonne humeur qui déconcerte les geôliers. Dans la nuit du 16 au 17 juillet 1918, les Romanov sont réveillés par les gardes. Ils reçoivent l'ordre de s'habiller sur le champ. Va-t-on les emmener vers une nouvelle destination? Les libérer? Interloqués, ils suivent en silence les gardes jusqu'à une petite pièce du sous-sol. Là, ils sont alignés dos au mur et le chef des gardes, nerveux, lit leur acte de condamnation à mort. À peine le tsar a-t-il eu comprendre ces terribles paroles qu'il est tué d'un coup de revolver. Puis c'est au tour de sa femme, les enfants, le docteur Botkin et les 3 domestiques restants. C'est un massacre. L'exécution a eu lieu si brusquement car les Russes blancs approchaient d'Ekaterinbourg et menaçaient de libérer la famille impériale. Comme on l'a vu, l'assassinat de la famille impériale russe s'est produit lors de son exil à Ekaterinbourg, dans la nuit du 16 au 17 juillet 1918, sous les ordres supposés de Lénine, le leader bolchevique qui a pris la tête de la Russie à la place de Nicolas II. Ce drame et cet assassinat s'est fait dans l'improvisation et la précipitation la plus totale, mettant fin au régime impérial russe. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien et sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.